Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être à nouveau au rendez-vous du CLUSIS pour nos vidéoconférences. Première conférence du mois de mai sur le thème « Peut-on maîtriser ces données avec les modèles de gouvernance actuels ?» Cet événement sera suivi dans 15 jours d'une suite où messieurs Page seront entourés d'autres intervenants. Je tiens déjà à tous les remercier ainsi que monsieur Morin de participer à l'événement. Comme vous pouvez le voir, voilà, se déroule actuellement la présentation de chacun de nos conférenciers, ainsi que le modérateur, M. Mathias de Bièvre. Je me réjouis de vous retrouver au terme de l'événement et sans plus tarder, je donne la parole à notre modérateur. Très belle conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup et merci au CLUSIS d'organiser ce bel événement. J'ai l'honneur de modérer aujourd'hui cette discussion passionnante et je me présenterai dans un instant. Mais aujourd'hui, nous nous réunissons autour du thème pour savoir si les cadres de gouvernance actuels nous permettent en tant qu'individus de maîtriser nos données. Alors avant de se pencher sur la question, une toute petite introduction pour savoir pourquoi ce serait si important de maîtriser nos données. Évidemment, tout le monde a en tête différents scandales, les différentes fuites, les différents questionnements qui se passent sur la question du Covid, du passeport sanitaire, des différentes applications de traçage du virus, des cas contacts et autres. Mais plus généralement, et de façon même macroéconomique, et plus positivement peut-être aussi, on peut voir les données comme une source d'énergie. Et on compare d'ailleurs souvent avec des comparaisons qui ont leurs limites, mais avec le pétrole, avec l'électricité, avec l'eau, peu importe, c'est une source d'énergie. Et à partir du moment où l'individu en a la maîtrise, eh bien, il peut s'en servir pour alimenter ses objectifs, ses services, sa vie, et ainsi avoir cette autodétermination. Et on rentrera plus en détail sur de tels avantages. Et donc, quand on parle de gouvernance de données permettant la maîtrise, eh bien, c'est finalement une architecture, un ensemble de règles qui vont permettre à l'individu de maîtriser ces données et cette source d'énergie à son service. Et donc, c'est de dire comment l'individu peut être inclus dans cette gouvernance et quels sont ses droits, d'une part, et on en parle beaucoup, mais aussi quelles sont ses responsabilités à l'égard de ces données. Et ça, on en parle peut-être moins, et je serais ravi d'en échanger avec les panélistes. Également, cela, du coup, préfigure une nouvelle société, une sorte de nouveau contrat social où l'individu serait inclus dans cette gouvernance, et finalement une décentralisation de la gouvernance des données pour eh bien, mettre le pouvoir, par exemple, au niveau de l'individu, car c'est la décentralisation la plus grande qu'on peut faire en termes sociétaux, de permettre à chaque personne de maîtriser vers qui elle envoie les données, d'où ces données proviennent et comment elles sont utilisées. Ce serait ça la plus libre, on va dire, maîtrise des données pour les personnes, et ça suppose un certain nombre de changements face à des gouvernances qui sont aujourd'hui beaucoup plus centralisées autour de grandes plateformes privées, mais aussi autour d'acteurs publics qui centralisent les données et qui décident seuls de qui peut y accéder à quelle fin. Donc la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on a la gouvernance pour permettre une maîtrise, au sens plein du terme, de l'individu sur ces données, eh bien la question, on aura tendance par les panélistes aujourd'hui à répondre plutôt vers la négative et aussi, espérons-le, d'apporter un certain nombre de solutions pour aller vers une gouvernance plus décentralisée et donc plus centrée sur l'individu, mais aussi sur des perspectives sur pourquoi c'est nécessaire et quel progrès ça peut nous amener. Donc on aura un point de vue technique,
puis juridique, puis économique sur la question. Et donc, c'est vraiment les trois étages de la fusée. J'espère qu'on aura aussi quelques discussions philosophiques parce que eh bien, tout ça est finalement extrêmement déterminant pour l'humanité. Avant de présenter un peu plus l'ordre de passage et nos éminents panélistes, je vais en toute humilité un peu me présenter pour savoir aussi d'où je parle. Donc, je m'appelle Mathias de Bièvre. Je suis le président d'une société qui s'appelle Vision, qui produit un outil d'intermédiaire de données au service de la personne. Donc, un outil qui va permettre à la personne de dire j'autorise ça ou pas sur mes données et de les faire circuler, on l'espère, à un moment librement entre tous les acteurs publics et privés de la société. Avant ça, je travaillais pour l'État français à l'open data français, donc l'ouverture des données publiques du pouvoir public français. Et puis, c'est plutôt sous cette casquette-là que je me présente aujourd'hui. Je suis cofondateur d'une association qui est en cours de création à Bruxelles, qui s'appelle A New Governance, donc comme quoi on est dans le thème, et qui propose d'unir tout un tas d'acteurs pour réfléchir d'une part à ces nouveaux modèles de gouvernance centrés sur la personne, et puis pour proposer des standards et puis une infrastructure pour permettre cette libre circulation de données, permettre aux gens de librement échanger leurs données tout en gardant la maîtrise, et puis permettre à un vaste nombre d'organisations de s'y brancher. Donc ça, c'est rapidement pour savoir d'où le modérateur parle, et puis pour savoir aussi que j'ai évidemment mon opinion et mon intérêt dans l'histoire, mais je suis ravi aujourd'hui d'échanger avec trois panélistes de haut niveau, dont notamment Philippe Page, Gérald Page et Jean-Henri Morin. Donc nous commencerons par une présentation de Philippe Page qui s'intitule Sécurité plus gouvernance égale indépendance économique. Donc Philippe Page se décrit lui comme un early bird du numérique et qu'il a vécu cette numérisation dès la naissance du web en 1983, d'abord en tant que chercheur en physique, ensuite dans sa carrière professionnelle en entreprise, il a pu suivre cette évolution. Passionné et comprenant les enjeux de cette, on va dire, totale numérisation et parfois beaucoup trop intrusive, il a fondé un cabinet en conseil et en direction qui se focalise sur ces enjeux de transformation numérique. Et puis plus récemment, en 2020, il cofonde The Human Colossus Foundation, donc une fondation qui prône la mise en place de nouveaux paradigmes d'interaction sur le web, qui est très active dans l'open source, qui participe à différents projets pilotes attachés évidemment au sujet dont on discute ce soir. Ensuite, ça, ce sera pour l'élément plus technique, on va dire. Sur l'élément plus juridique, eh bien, nous avons l'honneur d'avoir Gérald Page aujourd'hui, avec une présentation intitulée De la protection de la personnalité à la propriété des données. Donc, Gérald a été précurseur en 1982 avec une thèse en droit sur le traitement des données personnelles. Il est aujourd'hui expert suisse et international de l'impact du numérique sur la sphère privée. Il préside la commission indépendante de contrôle en matière de protection des données du CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge. Il est chargé de séminaire à l'Université de Genève et membre du groupe d'experts du département fédéral de justice et police pour la révision de la loi fédérale sur la protection des données. Médiateur l'IPAD pour l'État de Genève, il a donc un regard extrêmement avisé et pragmatique et expert finalement juridique et légal sur ces questions-là. Et puis, troisième intervenant, Jean-Henri Morin, qui a une présentation qui s'intitule Vers une économie de l'usage des données comme levier de responsabilité numérique. Donc, Jean-Henri est professeur associé des systèmes d'information à l'Université de Genève et à la Faculté des sciences et de la société plus précisément. Il est rattaché à l'Institut de sciences de services informationnels au Centre universitaire d'informatique. Et donc aujourd'hui, nous avons ces trois perspectives, techniques, juridiques, économiques, donc pour adresser ce sujet finalement qui adresse tous les pans de notre société et son évolution. Chaque
présentateur présentera pendant 10-15 minutes son sujet, puis nous aurons 5 petites minutes par sujet pour répondre aux questions. Donc, je vous encourage vraiment à les mettre dans le chat. Comme ça, je pourrai rapidement les poser aux panélistes et puis nous aurons une première réponse rapide à ce moment-là. Et ensuite, nous aurons eh bien, un plus long moment de 3/4 d'heure environ pour échanger plus librement et où eh bien, chacun est invité à prendre la parole et à poser ses questions. Donc, je vous encourage vraiment à le faire dans le chat ou même à l'oral lors de la session appropriée. Et donc, Philippe, je te laisse la parole sur sécurité plus gouvernance égale indépendance économique. Merci Mathias. Je vais lancer la présentation. Voilà. Sécurité plus gouvernance égale indépendance économique. Si le titre de mon intervention ressemble à une équation, c'est parce que je voulais donner un aspect un peu scientifique à la discussion sur la sécurité et la gouvernance. Comme Mathias l'a dit précédemment, tous les pans de la société sont touchés. Donc, quand on a un problème ou des questions qui touchent autant de domaines, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une cause fondamentale qu'on n'a pas identifiée ou qu'on pourrait identifier qui permettrait d'aborder un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'au sein du CLUSIS, je n'ai pas besoin d'annoncer que la sécurité est quelque chose d'important, mais je voudrais la présenter ici sous un angle peut-être un petit peu différent pour l'amener à cette question de gouvernance et ce principe de décentralisation dont on parlera plus tard. Et on terminera donc en parlant d'indépendance économique pour voir comment certains modèles de gouvernance utilisés actuellement dans le transfert des données conduisent finalement à une perte d'indépendance économique. Alors, en termes d'indépendance, je suis sur un système Mac en utilisant des outils Microsoft, donc j'espère que quelqu'un m'avertira si les slides ne passent pas correctement. Sécurité. Est-ce que tout le monde voit la deuxième slide? Oui, c'est bon, Philippe. L'aspect sécuritaire que je voulais soulever, c'est qu'on sait tous que la sécurité est importante. Mais comment avoir une bonne sécurité sans créer une atteinte au principe d'autodétermination informationnelle? C'est un long terme, mais c'est un terme qui est techniquement correct. Et il veut simplement dire que nous, en termes d'utilisateurs, on aimerait garder une certaine maîtrise sur nos données qui nous permet de changer de prestataire, par exemple changer de prestataire d'email ou pour une entreprise de changer certains systèmes sans avoir à être bloqué d'une certaine manière. Et avec toutes les attaques et tous les problèmes dont Mathias en a mentionné un certain nombre, cette autodétermination informationnelle a été diminuée pour des raisons de sécurité. Donc, je vais donner une version économique de la vision de la sécurité, puisque je pense qu'au niveau du CLUSIS, les gens connaissent bien la sécurité en termes de technique. Et pour aborder la sécurité, je vais commencer par une notion essentielle, la notion de valeur. Cette notion de valeur, elle est là depuis la nuit des temps. Depuis toujours, l'humain a essayé de protéger ses valeurs avec un certain nombre de règles, un certain nombre de protections. Et même aujourd'hui, quelques centaines ou milliers d'années plus tard, de nous en tant qu'individus ou à un conseil d'administration, cette notion de protection des valeurs, pour les faire fructifier, est finalement à la base de toute activité économique, qui est de prendre une valeur, de la contrôler, de la transformer, de la vendre. En termes de valeur, ça peut être un objet, ça peut être quelconque ou un service. Ce concept qui est vraiment à la base de toutes les théories économiques, il n'a pas de sens si vous ne pouvez pas sécuriser votre valeur. Si tout le monde a accès à votre valeur, vous ne la contrôlez pas. Donc, c'est très difficile d'avoir une base, une économie saine, si vous ne pouvez pas contrôler vos valeurs. Le point essentiel ici, c'est que la sécurité n'est pas quelque chose qui doit être rajouté après. C'est quelque chose qui est fondamental à tout modèle économique. Et la raison pour laquelle je commence cette présentation avec ce sujet-là, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la sécurité physique et la sécurité de l'information. Et ça trait à l'unicité. Si on prend l'exemple de la physique, nous avons une unicité qui vient naturellement de la matière.
nous sommes faits de matière, donc nous, en tant qu'individus, nous sommes finalement l'atome de la société. Nous créons des relations, nous créons des familles, des communautés, des pays, et nous pouvons toujours être ramenés à un individu en particulier. Aussi important par rapport à la comparaison à la technologie, nous, en tant qu'individus, nous sommes uniques, nous ne pouvons pas nous démultiplier à l'infini. Nous avons créé des sociétés, nous créons des valeurs à travers un modèle économique divers, et nous avons donc appris à travers les âges à créer des protections autour de ces valeurs. Au niveau du numérique, c'est totalement différent. Le numérique est basé sur des bits 1 et 0 où il n'y a pas d'unicité. Les valeurs qui sont créées sont finalement des fichiers qui vont être transmis, que ce soit le fichier qui va dire à votre autopilote dans une Tesla de comment conduire à un fichier que vous lisez simplement sur un iPad. Tout est finalement peut être ramené à des 1 ou des 0 qui n'ont pas d'unicité en eux-mêmes. Et c'est ce rattachement à finalement un acteur économique qui est très difficile à faire. Donc c'est le passage de la sécurité physique à la sécurité de l'information a une certaine complexité qui se nomme authentification. Et les gens qui travaillent dans le domaine informatique connaissent bien ceci, puisque l'authentification n'est qu'un des 3 éléments clés de toute transaction sur Internet, qui nécessite tout d'abord une identification, ensuite une authentification avant de permettre une autorisation. L'authentification est le fait de vérifier une identité prétendue par des facteurs plus ou moins infaillibles et nombreux. Et c'est un processus bien connu qui est sujet à des normes internationales qui définissent quel type d'authentification sont nécessaires en fonction de l'utilisation que l'on fait. Tous ces contrôles, au départ, étaient des contrôles extrêmement centralisés, c'est ce qu'on connaît en termes de login, et ont évolué vers des méthodes un peu plus décentralisées, un contrôle fédéré avec les single sign-on et ce genre de choses. J'ai nommé ces contrôles administratifs car lors d'un échange de données pour des raisons, on va dire, commerciales ou économiques entre 2 acteurs, cette authentification provient d'un acteur tierce qui n'a rien à voir en principe avec les 2 acteurs qui essayent de faire un échange économique. Maintenant, d'où vient la décentralisation? En 30 ans, on est passé à peu près en 1990, j'ai pris 1990, c'est là où Tim Berners-Lee a créé les protocoles du web, ici au CERN à Genève. Depuis 30 ans, on est passé d'une centaine de milliers d'utilisateurs avec le début du e-commerce, et à l'époque, chaque utilisateur avait entre 1 et 4 appareils pour accéder à Internet. Donc on était au tout début. Avec l'évolution, aujourd'hui, on se retrouve en 2021 à une ère d'hyperconnectivité. On a 3 milliards, on a passé la moitié de la planète est connectée sur Internet, plus de 3 milliards de personnes. Mais en plus, avec l'arrivée du IoT et de différents autres outils sur Internet, on a beaucoup plus de points d'accès. On peut chiffrer ça à plusieurs centaines dans certains cas. Ça signifie que les points de calcul qui étaient très centralisés avant, on se loguait sur un ordinateur central, se sont tout à coup démocratisés et de nos jours, en ces périodes d'hyperconnectivité, on ne peut plus vraiment se déconnecter. Donc naturellement, il y a eu une décentralisation de l'activité numérique. Ça a mis une pression énorme sur les acteurs, donc ces acteurs administratifs qui étaient en charge de l'authentification pour aller vers un contrôle de plus en plus décentralisé. Et c'est dans ce processus-là que l'autodétermination informationnelle a été trouvée impactée. Parce que quelles que soient les méthodes, on se retrouve toujours avec des points de centralisation et ces acteurs administratifs ont besoin de moyens de plus en plus importants pour gérer la complexité des transactions Internet. Il n'y a qu'en Suisse, on n'a qu'à penser au dossier médical du patient qui doit être informatisé, qui était vraiment un casse-tête au niveau de l'authentification. C'est pour ça qu'on passe tranquillement à des méthodes qui ne sont plus administratives, mais que je nomme algorithmiques, puisque derrière, ce n'est plus un organisme qui gère finalement l'authentification, mais ce sont des méthodes basées sur des blockchains ou sur d'autres types de méthodes, et qui ont commencé à voir le jour déjà il y a un certain nombre d'années. J'ai mis une date particulière ici en 2018, c'est la première année où on a une blockchain qui a été mise en place, qui s'est uniquement concentrée sur l'identité digitale. Et j'ai mis 2021 pour que tout le monde se rende bien compte qu'il y a un long chemin à faire avant d'avoir un contrôle totalement décentralisé. Contrôle décentralisé qui serait ce qu'on pourrait nommer, qui serait donc un contrôle où il y aura une certaine self-certification des données elles-mêmes dans les échanges Internet. On parle d'identificateurs autonomiques.
Donc, en termes de sécurité, le besoin de sécurité nous a conduit à une atteinte au principe d'autodétermination informationnelle simplement parce que le numérique est devenu beaucoup plus intrusif. Maintenant, si on part vers des modèles de décentralisation de l'authentification, on touche la gouvernance. Et ça me permet on peut regarder la gouvernance peut-être sous une autre dimension. Et le but ultime, c'est de restaurer la confiance dans les systèmes numériques, confiance qu'on voit diminuer de jour en jour dans les différentes activités. Et votre récent sur l'identité électronique est un bon exemple de perte de confiance générale par la population suisse sur ces domaines, qui sont pourtant des domaines complexes. Pour cette présentation, on ne va pas rentrer dans des termes trop techniques, il faut prendre la définition du dictionnaire de la gouvernance, nom féminin, l'art de gouverner, manière de gérer et d'administrer. Mais là, on va regarder ce qui se passe entre le domaine numérique et le domaine digital. Une fois qu'on a une authentification qui est décentralisée, donc l'authentification, ça nous donne l'assurance de bien connaître son interlocuteur, de savoir à qui on parle dans les échanges numériques. Il faut rajouter encore ce qu'on appelle la sémantique, de savoir de quoi on parle, d'avoir une assurance de connaître le sens des informations échangées. Ça, c'est peut-être des termes qui sont compliqués, mais simplement, lorsque vous remplissez une forme sur Internet, le nombre de fois où vous êtes forcé d'introduire des données qui ne sont pas nécessaires à l'échange économique que vous voulez faire derrière, où vous devez introduire votre nom 2 ou 3 fois, par exemple, ou introduire des données qui n'ont rien à faire avec la transaction vue. Ça vient du fait que finalement, en tant que personne, on nous impose un certain nombre d'attributs et de formes. Donc, le contrôle des attributs ne peut pas être centralisé dans un monde numérique où on a des milliards d'individus qui doivent interagir. C'est un des problèmes derrière la controverse, par exemple, sur les passeports Covid et ce genre de choses qui vont devoir utilisés à travers le monde. Mais au départ, on ne sait pas vraiment dans quel pays vous allez voyager à l'aide d'un de ces passeports. En termes de protection des données, l'authentification touche les 3 cercles de la protection des données, le principe juridique, l'organisation et la cybersécurité. Pour les traiter proprement, on arrive rapidement à la création de silos qui vont finalement empêcher les données de circuler si on n'a pas des modèles efficaces de gouvernance. Et ces modèles de gouvernance vont devoir être multiples parce que dans une interaction économique, vous allez devoir respecter la protection de la sphère privée, vous allez devoir respecter le droit des contrats et dans ces intervenants-là, dans ces cas-là, vous avez plusieurs gouvernances qui apparaissent et il faut trouver un moyen d'arriver à amener ces multiples gouvernances dans les échanges de données et qu'elles fonctionnent non seulement de manière conjointe, mais à la vitesse du numérique, sinon on perd l'avantage du numérique. Donc, c'est quand ces 3 types de décentralisation sont mis en place, il y a décentralisation de l'authentification, de la sémantique, donc qui permet l'harmonisation des données et de la gouvernance, qu'on se rend compte que dans les modèles de gouvernance actuels, dans ces 3 cas, on se retrouve en centralisation qui sont indépendantes de l'utilisateur. Donc, en tant que personne, on est touché, mais en tant que société, on est aussi touché, puisqu'on a nos systèmes qui sont dépendants de sociétés tierces. Et évidemment, en termes de gouvernement, on se trouve aussi un peu bloqué, puisqu'il y a une certaine perte de souveraineté des données. Donc, en termes de conclusion pour cette partie, restaurer la confiance dans la gouvernance demande un équilibre entre les gouvernances humaines et numériques qui nécessite la décentralisation de ces 3 domaines. Sans ceci, avec les modèles de gouvernance actuels, on se retrouve dans un modèle de dépendance économique envers les grands acteurs qui peuvent gérer toutes ces données. Alors, il y a différents types d'explications qu'on pourra peut-être discuter plus tard, que je ne vais pas amener maintenant, mais il suffit de regarder, de faire un constat. Si on fait une liste des plus grandes sociétés mondiales, ici vous voyez par année la liste des 20 plus grandes sociétés selon le magazine Fortune, depuis 1960 jusqu'en 2020. Et j'ai noté en rouge les sociétés qui tiraient leurs revenus du transport de données. En 1960, on n'en a qu'une. En 2020, on se retrouve avec 5 sociétés dans le peloton des 20 premières, et dont les plus grandes comme Amazon et Apple se trouvent tout en haut. Et cette tendance va évidemment continuer. Si on regarde non pas les revenus, mais le même classement en termes de valeur de marché, on voit que les 5 premières sont en fait des sociétés qui retirent le principal de leur valeur à partir de la possession, de contrôle sur les données. Et ça, évidemment, se fait au détriment, en général, du reste de l'économie, puisque
quasiment, on est toujours obligé de passer à travers les protocoles ou les gouvernances mises en place par ces 5 sociétés. Donc là, on n'est pas trop surpris de retrouver les GAFA et en plus Microsoft qui est présent tout en haut. Ce qui est aussi intéressant, c'est de comparer la taille des chiffres. Les 2 premiers, Microsoft et Apple, avec des valeurs en bourse de plus d'1 trilliard de dollars, alors que le dernier, 20e, la Bank of America, qui n'est quand même pas une petite société, n'est qu'à 180 millions. Il y a une très, très grande disparité. Et ce constat qui est numérique, il est en fait soutenu par un autre constat. Et pour être le plus récent possible, je vous conseille d'aller voir une enquête sectorielle faite par l'autorité de la concurrence en France, qui a été publiée en fin de semaine dernière, où dans cette enquête, qui est un rapport d'à peu près 130 pages sur les fintechs et comment le monde bancaire traditionnel va être impacté, ce qui est surprenant, c'est qu'un des résultats à mettre en avant, je vais le lire simplement. Les évolutions décrites dans l'enquête ont la capacité de bouleverser les équilibres concurrentiels jusqu'alors en place. L'autorité souligne notamment l'existence des risques concurrentiels liés au renforcement du pouvoir de marché des grandes plateformes numériques ou au verrouillage des consommateurs. Donc on voit que ces aspects de gouvernance centralisée vont très loin et impactent la société dans son ensemble, finalement, du consommateur jusqu'aux plus grandes sociétés. Et les modèles centralisés actuels, donc, conduisent à ce que j'appellerais une perte de souveraineté sur nos données et qui ouvre la porte à des centralisations de type sociétal, que ce soit des centralisations de type économique, comme je viens de montrer quelques chiffres, mais c'est là aussi qu'on ouvre la porte à toutes sortes d'abus en termes de surveillance informatique et ce genre de choses. Donc c'est sur ce concept de perte de souveraineté sur nos données que je vais m'arrêter et transmettre, et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si... C'est parfaitement dans les temps. Merci Philippe pour cette présentation très précise et qui montre bien, eh bien d'une part les enjeux de la centralisation et puis les effets sur nos vies et des pistes de sortie de cette centralisation excessive. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions dans le chat? Moi, j'en ai pas mal, mais je vais les garder pour le moment plus ouvert. On n'a pas eu de questions. Eh bien, je garderai les miennes pour la suite. Et je propose donc de passer la parole à Gérald Page sur un aspect plus juridique des choses et sa présentation de la protection de la personnalité à la propriété des données. Merci. Rapidement, pour respecter le temps, en quelques minutes, il faudra que je fasse un parcours. Vous allez voir que le monde des juristes n'est pas tout à fait le même. Et d'ailleurs, quand il faut parler pour les juristes de parler de ces questions-là, on est assez fréquemment et en permanence en dehors de notre zone de confort. On aime travailler avec des principes juridiques qui sont connus et qu'on doit quand même utiliser dans ces domaines techniques. Le monde qu'on voit, c'est celui où les juristes, quand on parle de l'intelligence artificielle, des robots, les juristes vont immédiatement parler de est-ce que le robot doit avoir une personnalité, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une chose. Donc on se replace, on est obligé, on voit le monde directement en fonction de ces quelques grandes catégories juridiques. Et puis, pour soit vous décevoir, mais pour vous montrer dans quel monde ces quelques minutes vont vous amener, c'est que les juristes se posent des questions extraordinaires, du style si vous avez un accident et que vous avez une prothèse, est-ce qu'on aura affaire à une lésion corporelle ou à un dommage à la propriété? Ouais, alors les juristes plaideront pendant des centaines de pages de mémoire sur ces questions J'ai retenu de l'exposé de Philippe tout à l'heure quelque chose d'important, et j'y reviendrai dans une seconde, c'est que ce qui est créé, ce qui est constitué par les données qu'on aimerait maîtriser, c'est effectivement quelque chose qui a une valeur. Alors je reviendrai à cette notion de valeur parce que finalement le droit essaye de mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes qui tentent à protéger des valeurs, mais comme on le verra, ces mécanismes juridiques qui utilisent des catégories juridiques ne sont pas du tout, ou très très peu adaptés
à l'exposé technique qui vient d'être fait. Le droit, il navigue, vous verrez, on va naviguer entre cette notion, le monde est composé de personnes, puis est composé de choses, et le droit va faire des catégories, et finalement, en quelques minutes, les trois questions, si on essaie de se résumer, qui vont nous intéresser sur les questions, l'aspect juridique portant sur la maîtrise sur les données, c'est effectivement quel statut juridique on va devoir leur attribuer à ces données, quels sont les mécanismes juridiques à disposition pour parvenir à la maîtrise de ces données, par qui c'est qui va avoir cette maîtrise, à qui on va l'attribuer, et pour quelles données, parce qu'elles sont de toutes sortes et de toute nature, et puis ensuite pendant le temps, parce que les choses ne s'effacent pas toujours sur Internet. Et puis, on parlait de centralisation, donc de ce phénomène de décentralisation de la maîtrise sur les données. Une des questions qui a préoccupé, beaucoup plus en France qu'en Suisse d'ailleurs, la question c'est de savoir si on doit passer de ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qu'on comprend comme la protection des données, à une notion qui est souvent évoquée, celle de la propriété des données. Non, alors, avant d'arriver à quelques aspects beaucoup plus techniques juridiques, mais sans entrer dans les détails juridiques, on sait que ce tout numérique, tout est sous la forme numérique. On a des masses de données, on a le big data qui est capable de les faire travailler. Et il y a un certain nombre de grandes sociétés, Philippe en a parlé, qui possèdent ces données, qui sont capables de les travailler. Les données en soi, juridiquement, ce n'est pas l'objet de la protection. Les données, c'est des 0, des 1, c'est quelque chose d'invisible. Ce qui est important, c'est une notion au-delà c'est le moment où la donnée fait un sens. Donc, c'est le moment où la donnée devient de l'information, de quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc, on est dans le domaine de la sémantique et c'est ça qui intéressera plus le droit parce que les 0 et les 1 ne signifient pour l'instant pas grand-chose pour les juristes. Et puis, on a ce problème particulier avec le tout numérique, c'est qu'on n'a pas que les données elles-mêmes, mais on a les instruments qui font qu'elles sont mélangées, qu'il y en a d'énormes masses de données, que ces données, par des systèmes, sont comparées. Cette comparaison est un processus de création de nouvelles données, donc de création d'un certain nombre de résultats. Par exemple, le profilage, le comportement, un fichier de comportement prédictif d'un individu, c'est un résultat. Mais ce n'est pas un résultat que cet individu-là a créé. Qu'est-ce qu'on va lui redonner comme maîtrise sur c'est ce que vous le savez, je ne vais pas entrer dans le détail du RGPD, mais c'est un des piliers de la protection actuelle, c'est comment la personne va participer à ce résultat qu'il n'a pas lui-même produit. Il appartient donc à qui ce résultat? Parce qu'il peut y avoir une maîtrise de l'individu sur ce résultat, mais ce résultat lui-même peut appartenir à quelqu'un d'autre, notamment la société qui a utilisé l'intelligence artificielle et le big data pour le produire. Et puis, surtout, dans la partie économique, est-ce que ce résultat doit appartenir aussi à celui qui peut le valoriser ce résultat. Donc, la maîtrise sur les données, c'est cette capacité non seulement de les utiliser, de les contrôler, de les stocker, mais surtout d'en faire et d'utiliser cette notion de valeur que Philippe a mentionné tout à l'heure, qui doit être protégée et que quelqu'un doit pouvoir effectivement rentabiliser. Et tout ça dépend de la nature des données. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais par exemple, les deux grandes catégories, il y a des données qui sont publiques, il y a des données qui sont privées. Et quand on est dans un très rapide exemple, notamment en France, la loi République numérique, il y a une notion d'ouverture, de circulation des données, parce qu'effectivement, les données entre les objets connectés qui feront en sorte dans les smart cities que les voitures pourront circuler de manière beaucoup plus fluide, etc. C'est certainement pas, ou en principe pas des données personnelles, mais ce sont des données que le public en général doit pouvoir utiliser. Puis il y a les données qui sont privées, ou alors, et c'est là qu'entre la complexité, notamment au niveau juridique, c'est que ces données-là vont être soumises à ce qu'on appelle des gouvernances. Si les gouvernances, c'est des règles de comportement, des freins, des limites, ces règles de gouvernance sont multiples lorsqu'il s'agit de ces données-là. En Suisse, on commence par l'article 28 du Code civil, qui est déjà une très vieille règle du Code civil suisse, qui est sur la règle de base sur la protection de la personnalité, dans tous ses aspects, protection de l'image, la réputation, etc., etc. Il y a la loi sur la protection des données, qui a ses propres règles, c'est équivalent à ce que présente le RGPD au niveau européen.
Il y a toutes les règles en matière de propriété intellectuelle, j'y reviendrai parce que ça c'est intéressant, puisque on est dans un domaine qui n'est pas corporel, on est dans le non matériel, et là il y a des systèmes de protection qui existent aussi, mais qui sont des règles particulières. Il y a des règles dans le domaine de la loi, la LCD, la loi sur la concurrence déloyale, il y a notamment un article 5 qui protège ou qui interdit, en le taxant juridiquement de comportement déloyal sur le marché, la simple reprise sans effort du produit, du travail d'une personne pour effectivement l'amener sur le marché. Puis il y a d'autres domaines. Il y a un domaine tout à fait général, j'y reviendrai, c'est le domaine du droit des contrats, où les personnes qui sont en relation peuvent effectivement façonner leur code. C'est eux qui mettront leurs règles de gouvernance dans leurs relations contractuelles. Et puis, il y a des domaines un peu plus éloignés, comme le droit pénal, où vous avez dans les délits informatiques, par exemple, vous avez le délit de, on voulait l'appeler, généralement communément on l'appelle vol de données, mais on ne peut pas l'appeler vol de données parce qu'on l'appelle soustraction de données, c'est la dénomination du code pénal. Pourquoi? Parce que le vol n'est pas possible, parce que dans le code pénal, le vol implique une des conditions d'application du vol, du délit de vol, c'est de briser la possession. Ça s'appelle le bris de possession. Et on ne peut pas posséder des données, et comme ce n'est pas une chose, on ne peut pas briser cette possession, donc on a dû l'appeler dans le code pénal, on a dû en faire un délit particulier qui s'appelle la soustraction de données, parce qu'on ne peut pas voler des données, juridiquement. Maintenant, économiquement, effectivement, c'est la même chose, parce qu'on peut les voler, sauf que quand on les a volés, celui qui les a, leur propriétaire est encore propriétaire, peut continuer à les utiliser. Donc il y a quand même un certain nombre de différences. Juste, un exemple très rapidement, je suis revenu il m'est venu à l'esprit un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, qui est déjà vieux, de 2013, où il y avait un patient ou une patiente qui demandait aux hôpitaux universitaires de Genève, au HUG, de lui restituer son dossier et puis de détruire toutes les données. Et là, les HUG ont refusé. Il y a eu une intervention d'ailleurs de la préposée cantonale à la protection des données à Genève qui voulait enjoindre les HUG d'effectivement d'y donner suite, c'est-à-dire de restituer le dossier original, puisqu'il y avait opposition du patient à ce que ces données continuent à être traitées par l'hôpital, et puis surtout de détruire, et notamment les données informatiques qui se trouvaient à l'hôpital. Eh bien, non, ça ne marche pas comme ça. La Chambre administrative a décidé que c'était les HUG qui étaient propriétaires du dossier du patient. Ça ne veut pas dire que le patient n'avait pas le droit d'avoir des copies et de savoir ce qu'il y avait dans son dossier, mais ça montre la dichotomie juridique entre cette notion de propriété sur une chose et puis de droit qui découle de la personnalité et qui, normalement, si vous allez dans le RGPD ou la LPD suisse, vous avez effectivement ce droit d'ordonner la destruction, à moins que la loi n'oblige effectivement à garder, mais il faut une disposition légale spécifique qui l'a. Donc on a ici un exemple typique de cette dichotomie où les choses ne sont pas si simples et la notion de propriété n'est pas la même que celle de maîtrise, même si quelquefois, et certainement quand on est propriétaire, on peut maîtriser. Ce qui fait que juridiquement, il y a deux grandes sortes de mécanismes. On a les mécanismes qui sont des mécanismes de protection qui vont essayer le mieux possible de garantir cette maîtrise. Les lois sur la protection des données, la loi française informatique et liberté, le RGPD, etc., la LPD suisse, contiennent toute une série de ces mécanismes. Ça, c'est une manière de garantir la maîtrise sur les données, mais uniquement sur les données personnelles. Donc, ça ne règle pas la question des autres données que le droit européen définit comme toutes les données qui ne sont pas des données personnelles, donc c'est tout le reste des données. Et puis l'autre mécanisme, grand mécanisme, c'est d'instaurer une maîtrise qu'on appelle juridiquement une maîtrise de fait, maîtrise de fait qui est protégée par le droit, et c'est typiquement ce que le code civil connaît comme le droit de propriété, le vrai droit de propriété qui donne à la personne une vraie liberté de décision, celle du propriétaire qui en est aussi le possesseur. Le possesseur, le propriétaire d'une chose, il peut la détruire, il peut la louer, il peut la cacher, il peut l'enterrer, il peut faire... Et là, il y a c'est une maîtrise de fait sur la chose. Question, est-ce qu'on doit assimiler ou on est sur le chemin de devoir assimiler pour une meilleure protection les données à une chose. Alors,
Si on distingue les deux, de manière un tout petit peu plus précise, les deux aspects, on a le système de la protection des données, c'est LPD, RGPD, je ne vais pas entrer dans le détail de ces législations, mais il y a d'abord une différence d'objet. L'objet de la protection dans ce domaine-là, c'est la personnalité. Ce n'est pas la chose, ce n'est pas les données elles-mêmes, mais c'est vraiment la personnalité. Puis en plus, une des difficultés, c'est que c'est ce qu'on appelle juridiquement un droit subjectif, donc ça appartient à la personne. Mais subjectif veut aussi dire que c'est elle qui en définit les contours, donc c'est très difficile de faire des règles de gouvernance alors que le contour décentralisé du droit de la personnalité, il revient pratiquement, il est différent entre chaque individu. Il y a les exhibitionnistes, il y a ceux qui cachent tout, etc. etc. Mais c'est un droit qu'on appelle absolu, c'est-à-dire que c'est un droit qui appartient à la personne, qu'elle peut faire valoir à l'encontre de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde doit respecter. Donc ce droit de la personnalité, il existe, il est conçu juridiquement selon ce principe-là. Et puis, comme vous le savez, donc je n'entre pas dans les détails, mais ces règles-là, ces règles de gouvernance, elles rassemblent, c'est l'ensemble des droits, le droit d'accès, le droit de corriger, etc., et puis des principes du traitement des données, dont le respect peut être exigé en justice. Mais ça reste des règles de comportement, ça ne crée pas une titularité juridique qui est appréciable économiquement. Ça ne crée pas, c'est une protection qui ne protège pas la valeur, mais qui va protéger la personnalité par le biais de toute une série de règles que la personne, dont la personne pourra exiger effectivement l'application. Et puis, ici, dans ce système-là, ce qu'on appelle l'atteinte, parce que Philippe en parlait tout à l'heure, l'atteinte à l'autodétermination informationnelle. Alors évidemment, autodétermination, ça parle aux juristes, ça entre dans le domaine, j'y vais pas, mais c'est un domaine un peu plus philosophique de la liberté, des droits fondamentaux, etc. Donc c'est une atteinte à cette autodomination informationnelle. Elle est définie dans ce système-là par on n'a pas respecté la manière dont on doit traiter vos données personnelles. Donc ça donne une maîtrise sur ces données qui est tout à fait relative. On a violé les principes, on a traité trop de données, on a violé le principe de proportionnalité, on a récolté des données sous un faux nom, donc on a violé le principe de la bonne foi. Les données sont inexactes, donc on a violé le principe d'exactitude des données. On les a traitées malgré l'opposition de la personne, donc ça peut, pas dans tous les cas, mais ça peut généralement être une violation qui devient, parce que ça viole une simple règle une importante, mais simple règle de comportement en matière de traitement des données, une atteinte à l'autodétermination informationnelle. Donc juridiquement, c'est autre chose, mais c'est quand même une partie de cette maîtrise indirecte par des obligations de comportement. L'autre aspect, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, rapidement, c'est celui de la propriété. Alors là, les juristes ont beaucoup de peine. La propriété sur les données, c'est quelque chose, là on est vraiment en dehors de notre zone de confort, parce que pour tous les juristes, même pour les tribunaux, le tribunal fédéral en Suisse, la propriété en principe ne peut s'exercer que sur une chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chose? Une chose, ça doit être quelque chose qui est corporel, quelque chose qui est donc délimité, donc, dont on peut voir les contours, et imaginer la personnalité, c'est un peu plus difficile, et puis qui est susceptible d'appropriation, ce qui veut dire susceptible aussi d'usage économique. La propriété, en droit suisse comme en droit européen d'ailleurs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on voit des distinctions quand on creuse ce sujet-là, notamment pour faire des recherches dans ce domaine sur les données. On voit des différences entre le droit français et le droit germanique, avec un droit français qui vient beaucoup plus du droit romain, et puis le droit germanique, où d'ailleurs les chapitres sur la propriété en Allemagne s'appellent le Sachenrecht, c'est le droit des choses. Ce n'est pas le droit de propriété, c'est le droit des choses. Ce n'est pas non plus le droit sur les droits juridiques sur les choses, c'est le droit des choses. Donc c'est différent. Donc il faudrait, plutôt que de passer à une protection qui est celle par le biais de la propriété, qui est aussi absolue, on peut défendre sa propriété contre tout le monde, et donc elle est valable envers tous. Il faudrait passer à une maîtrise, à une notion de maîtrise sur une valeur, et plus sur une chose, une valeur à utilité sociale. Alors, c'est quelquefois possible. Il y a quelques incursions déjà il y a presque un siècle, au moment de la mise en place des normes du Code civil,
où on a essayé de considérer l'électricité comme une chose. Donc on parlait de l'énergie tout à l'heure, bah, ça c'est de l'énergie, et là il fallait que cette énergie, qui n'est pas vraiment une chose comme les données non plus, bah, soit susceptible d'appropriation, est une valeur économique, elle en a une, etc. Donc on a fait des petites incursions dans ce domaine-là pour dire l'électricité pourrait être sujet aux propriétés. J'ai parlé du vol de données tout à l'heure. Dans le code pénal, on protège la valeur des données parce qu'on en interdit pénalement effectivement la soustraction. On l'appelle pas vol pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais il y a d'autres exemples, comme exemple les actions d'une société, en plus dématérialisées aujourd'hui, d'une société immobilière, donc quelque chose qui ne fait rien d'autre que de détenir un immeuble. Il y a une sorte de notion de propriété qui n'est pas celle de la chose directe. Et puis dans le domaine numérique, j'entre pas dans le détail, c'est très compliqué, mais c'est tout ce qui est les tokens, donc des biens numériques qui représentent un certain, et puis que vous connaissez aussi, c'est la propriété intellectuelle. Je suis désolé de vous interrompre, Gérald, mais on arrive à peu près à la fin des 15 minutes et on a pas mal de questions dans le chat parce que c'est passionnant. Est-ce que vous pensez que vous pouvez conclure en 1 minute et on pourra creuser dans l'espace de discussion tout à l'heure? Oui, alors donnez-moi 1 minute 30. D'accord. Je vais finir rapidement. Alors, parce que c'est intéressant dans le RGPD, mais on l'a pas, il n'a pas été accepté en Suisse, c'est cette prémisse de propriété sur les données qui est celui de l'article 20 du RGPD, le droit de portabilité, où effectivement il y a une maîtrise sur cet aspect numérique des données qui est redonné au propriétaire. Alors, est-ce que c'est possible et souhaitable? Je vais très vite, donc, puisque ouais, il y a des plus et des plus et des moins. L'appropriation, on a vu, elle peut être possible, elle existe en matière de propriété intellectuelle, donc on a des schémas, mais les désavantages ou ce qui n'est pas possible, c'est qu'on n'a pas à faire une chose déterminée, on a difficilement la possibilité de faire valoir ces droits de propriété envers tous. Et puis, en droit suisse, effectivement, la réponse, en tout cas du Conseil fédéral et de la majorité des juristes, c'est que c'est intéressant, mais on n'a pas de propriété sur les données. Et puis, il y a 2 problèmes, et puis je terminerai avec ça. Il y a un problème d'homogénéité ou d'hétérogénéité, c'est que vous avez ces différents domaines juridiques qui vont s'appliquer, droit de la personnalité, pénal, etc., et pour un même ensemble de données. Et puis, il faut pouvoir traiter le problème juridique qu'on va avoir de manière cohérente en appliquant des règles de gouvernance qui sont dans ces différents domaines. Prenez par exemple la fin d'un contrat de stockage de données dans le cloud. Il y aura des problèmes de droit d'auteur, il y aura des problèmes de protection des données. Si c'est un compte Facebook, il y aura des problèmes de succession, etc. Donc, il faudra régler de cette manière cohérente. Et puis, il faudra déterminer qui est titulaire des droits qu'on va effectivement créer, puisqu'il y a des milliards de relations juridiques. Dans le droit d'auteur, propriété intellectuelle, c'est l'auteur, mais l'auteur ne peut être qu'une personne physique. En matière de protection des données, c'est la personne concernée qui est le titulaire de cette maîtrise. Et puis, dans d'autres domaines, c'est celui qui aura créé, celui qui aura financé, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec d'autres types de données, etc., etc. Et puis, je conclue vite, simplement, décentralisation, et puis en identité numérique dont Philippe a parlé, identité multiple, et puis l'authentification, ça peut offrir, à mon avis, quand même, on est sur ce chemin-là, des solutions technologiques d'avenir dans ce domaine de la protection des données, mais il faut être en mesure d'y intégrer les règles de gouvernance, par exemple le consentement, dans ces différents domaines juridiques. Et puis, on va retomber, en tout cas provisoirement, puis pendant pas mal d'années, vu la complexité juridique, dans le domaine du droit des contrats, où on va pouvoir effectivement façonner les règles de gouvernance entre les personnes qui entrent en contact dans le numérique. Voilà, je m'arrête là. Merci Gérald, c'est passionnant et puis on aura l'occasion de creuser ces modalités, on va dire, juridiques de maîtrise. Alors on a pas mal de questions pour respecter le temps, je vais en prendre une qui m'a l'air peut-être la plus rapide à répondre et puis pour les autres, je les poserai dans le temps final de questions. Donc nous avons Bettina Barjon qui vous pose la question, pensez-vous que la même décision serait rendu aujourd'hui sur le dossier du patient des Hugues? Non. Voilà, c'était très rapide. Vous avez rarement un juriste qui donne une réponse aussi courte. Très bien. Eh bien, on a pas mal de bonnes questions, mais on est du coup dans les temps.
et je les poserai à l'issue de la dernière présentation. N'hésitez pas, merci à tous les participants qui sont très actifs et qui posent les questions. Et je passe du coup la parole à Jean-Henri Morin pour la présentation sur l'aspect plus économique qui s'intitule « Vers une économie de l'usage des données comme levier de responsabilité numérique ». Merci, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Et vous voyez mon slide ou pas? Également, également. Parfait. Alors, d'abord, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer ici avec mes éminents collègues avec qui on partage du reste beaucoup de nombreuses discussions, notamment, et je pense que c'est l'élément central de mon intervention aujourd'hui, c'est de tordre le cou fondamentalement à une notion qui est celle aujourd'hui très répandue de ce qu'on appelle l'économie des données, pour lui préférer en fait cette notion de l'économie de l'usage des données. Et en deux mots, je pense que c'est le cœur de la communication que je veux faire aujourd'hui et que je vais étayer dans les quelques minutes qui sont là. Donc voilà, pour faire simple, peut-on maîtriser ces données avec les modèles de gouvernance actuels? Ma réponse est clairement non, et je vais étayer aussi ceci. Nous sommes actuellement dans un modèle de prédation extrême des données. Aussi une remarque liminaire, je ne suis pas un communiste du numérique, comme certains peuvent éventuellement me qualifier. Voilà, donc je voulais préciser ceci au départ. Donc nous vivons dans un monde aujourd'hui où, comme ça a été relevé du reste par mes deux collègues Gérald et Philippe, la nature même numérique, alors dans des termes, je dirais, alors je ne suis, ok, on m'a présenté comme le volet économique. En fait, je suis informaticien aussi, donc c'est un peu, voilà, c'est un mélange des genres. Mais le numérique aujourd'hui postule d'un élément fondamental en résonance à ce qu'avait dit Philippe tout à l'heure, c'est cette notion de non-rivalité d'un point de vue économique. Hein, donc, ce que l'on trouve sous la conservation des atomes, auquel faisait référence Philippe, est dans le monde, je dirais, économique, cette notion de non-rivalité. C'est comme une idée. Si je vous donne une idée, je ne la perds pas. Le numérique, c'est la même chose. Il n'y a pas d'original et de copie. Donc, on nous a bassiné pendant maintenant un bon bout de temps avec cette notion de data is the new oil. Et je pense que c'est fondamentalement toxique de faire cette hypothèse-là et de travailler dans ce modèle-là. C'est un modèle qui ne servira qu'à une chose, c'est à continuer à soutenir ce modèle de prédation. Voilà, vous avez une petite image ici de chaque minute de la contribution en données qui est faite, une petite indication sur la planète Facebook avec à 2,7 milliards de gens qui mettent leurs données les plus intimes dans les mains d'une entreprise privée. Et puis, la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui et qui est dans le titre, quelque part même, de ce 5 à 7 aujourd'hui, on parle de ces données. Hein, donc, la question de l'autodétermination informationnelle, effectivement, comme elle a été soulevée, est au cœur de ce débat. Il s'agit de données personnelles. Bien entendu, il y a toute une série d'autres données dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui sont très importantes, mais qui vont satisfaire peut-être à des exigences un petit peu différentes. Restons-en sur cette question de données personnelles ou de ces données. En fait, c'est quoi le problème? Hein, si on essaye un tout petit peu, j'ai deux exemples ici qui sont les exemples que tout le monde aura vus, soit en termes de reportages sur Netflix ou ailleurs, du reste. Le problème fondamental, c'est le modèle économique. Le modèle économique est cassé. Ce qui a prévalu à l'émergence et à la démocratisation du web à partir de 1995, aujourd'hui, qui était un monde
d'angelots et de bisounours du numérique, fort sympathiques au demeurant, de la Silicon Valley, est aujourd'hui un modèle qui est cassé. Et ça, la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons une situation que je qualifie de cynisme économique, et vous pouvez prendre l'ensemble des différentes planètes numériques, des mastodontes et de leurs copieurs qui sont devenus à leur tour des moteurs de cette économie. Aujourd'hui, l'entièreté de cette économie du numérique est dans la même position que certaines autres, par analogie, qu'on a vu avec le monde bancaire dans les crises financières, avec les too big to fail. Aujourd'hui, ces entreprises sont too fat to change. Elles n'ont aucun intérêt à changer quoi que ce soit à leur modèle économique. Alors, ça m'a amené il y a quelques années à travailler sur un modèle, parce que moi, c'est quand même ce domaine de la responsabilité numérique et de la restauration de la confiance dans cet univers est quelque chose qui m'obsède depuis longtemps et qui est au cœur de mes travaux. Ça m'a amené en fait à faire ce petit constat. Il est certainement imparfait, mais j'ai pour l'instant pas mieux pour quelque part un petit peu représenter les parties prenantes et l'écosystème. Au cœur de tout ceci, j'y place maintenant vraiment l'enjeu de la responsabilité numérique. Et cette responsabilité numérique, on a vécu d'autres situations par le passé avec la responsabilité sociale, par analogie, et aujourd'hui, on a vraiment un enjeu autour de cette responsabilité numérique qui se décline sur 3 dimensions. C'est les gens, la société, le monde de l'industrie et de l'économie, et puis les cadres ou politiques publiques qui entourent le développement de cette société. Je ne vais pas m'attarder sur la description des problèmes, des interfaces entre ces différentes dimensions, mais ce cadre aujourd'hui, pour moi, représente un véritable référentiel de réflexion. Alors, on parle aujourd'hui d'économie des données, mais si on prend ce cadre, du point de vue, si vous voulez, de l'industrie et des organisations, on est sur un pouvoir illimité de l'offre. L'offre aujourd'hui, en la matière, a un pouvoir illimité. L'encadrement sur la dimension politique publique ou gouvernance, etc., est embryonnaire ou quasi inexistant dans certains cas. Je vais éviter de m'appesantir sur la révision de la LPD suisse, sur laquelle je me suis déjà ouvertement exprimé, mais on n'est clairement pas très bien de ce côté-là. Et finalement, voilà, vous et moi, c'est un petit peu ce confort et cette ignorance de la demande. En gros, c'est vrai que quand on finit par trouver en tête de gondole au supermarché des choses qui vont faire notre bonheur absolu, on n'y regarde pas forcément à 2 fois. Si on continue dans ce modèle de l'économie des données, on fonce droit dans le mur. Ça, c'est clair. Donc, on doit changer le paradigme et il faut préférer aujourd'hui une économie de l'usage des données. Si on parle d'une économie de l'usage des données, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus la donnée dont il faut se préoccuper, mais c'est de son utilisation. Et ça change fondamentalement le paradigme dans lequel on va repenser les modèles économiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont au cœur du problème que j'ai identifié. Ça va nous permettre d'agir sur l'offre, sous l'angle, cette fois-ci, de ce qu'on va appeler, décliner sous forme de responsabilité numérique d'entreprise, donc notamment l'incidence du privacy by design, privacy by default, du responsible design, etc., etc. Du point de vue de l'encadrement et de la gouvernance, on va avoir tout un enjeu de responsabilité numérique publique, et on le voit, le RGPD est venu s'inviter globalement et avoir une incidence globale non négligeable, et aujourd'hui on l'aime pas, il y a des gens qui critiquent, etc. Mais c'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui pour encadrer le développement de cette économie de l'usage des données. Et puis,
il faut capaciter les gens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des bambins, d'accord? Et ça, c'est la responsabilité numérique individuelle. Et là, on va trouver cette notion d'autodétermination informationnelle intimement liée avec, quelque part, ce problème de littératie numérique que nous avons et qu'on va retrouver quelque part un petit peu aussi chez nos politiques. Donc, il s'agit d'un changement de paradigme majeur. Et ça, pour ça, c'est un effort absolument collectif. Alors, si on part du principe aujourd'hui et c'est là que quelque part, c'est l'effet de la patate chaude. La donnée, aujourd'hui, est devenue la nouvelle patate chaude. Et tout le monde en veut, mais personne n'en veut. C'est un petit peu la situation paradoxale dans laquelle on est. Et c'est là que, quelque part, on va voir se développer de plus en plus tous ces travaux qui ont été faits depuis longtemps autour de cette notion du self-data, hein, qui est vraiment, je dirais, en toile de fond de toute cette réflexion, et puis ce volet intimement lié à ce self-data, qui est cette réappropriation des données personnelles, au cœur notamment de la réforme de protection des données européennes et de cette notion d'autodétermination informationnelle. Alors, cette patate chaude, il va falloir qu'on la gère. À mon avis, on va vers un monde aujourd'hui où si on postule de cette économie de l'usage des données, la possession de la donnée, en fait, n'est plus nécessairement le nerf de la guerre. Et c'est là que, quelque part, il serait intéressant de continuer à poursuivre dans notamment des travaux de recherche, des travaux qu'on a conduits ici, notamment à l'université, dans le cadre de différentes thèses de doctorat, sur des notions d'écosystème de place de marché de données, avec au cœur du dispositif un enjeu de responsabilité numérique. Je ne vais pas m'appesantir ici sur ce modèle-là, mais on est quelque part ici sur un modèle qui permet de s'affranchir complètement de la possession des données et qui permet de recapaciter l'individu qui est le sujet de données dans son autodétermination par rapport à l'usage de ces données, dans son écosystème, qui est un écosystème d'une économie de marché, où il n'est pas malsain de faire de l'argent avec des services. Je le dis, c'est important. Une fois de plus, je ne suis pas un communiste du numérique. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis un autre exemple pour conclure. Ici, j'arrive au bout de mon temps, je pense, un peu dans cette logique de ces parties prenantes. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Eh bien oui, il faut travailler sur tous les fronts. Alors, évidemment, sous l'angle de l'éducation et de la conscientisation au niveau des gens, des individus. Alors, ça fait des années qu'on travaille, et notamment, j'en profite pour remercier le soutien du CLUSIS sur le service de sensibilisation à la protection des données et à la transparence, qui s'appelle Think Data, qui est une approche narrative de la sensibilisation à la protection des données et à la transparence. On a aussi travaillé sur cette notion de responsabilité numérique, notamment avec la Fondation Ethos, qui a donné lieu à un engagement de la Fondation Ethos sur l'évaluation des entreprises cotées sur leur engagement numérique. Et puis, au niveau des politiques publiques, il y a aussi un certain nombre de choses qui se passent. J'ai pour habitude de fustiger nos politiques à chaque élection fédérale. La dernière fois, on a tenté le baromètre numérique. Je n'ai pas non plus le temps de m'appesantir là-dessus, mais il va être urgent de mesurer le niveau de littératie numérique de nos politiques. Et puis, l'intégrité numérique qui pourrait peut-être un jour faire son chemin dans la Constitution, à l'article 10, alinéa 2, et Gérald me corrigera si je me trompe, mais rajouter une virgule et un mot serait peut-être une chose intéressante dans notre Constitution. Voilà, donc je m'arrête là. En résumant une chose, nous devons impérativement passer d'une économie des données qui est toxique à une économie de l'usage des données, et seulement partant de ceci, nous allons pouvoir reconcevoir, redesigner des systèmes et des services qui seront numériquement responsables et durables. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Henri, c'est passionnant. Est-ce qu'on a des questions pour Jean-Henri?
vous pouvez prendre la parole, je pense, sinon le communiquer dans le chat. Donc, des questions? Pas pour l'instant. J'en profite avant de lancer le débat, communiquer une question à Gérald qui avait été posée tout à l'heure. Il y a Sandrine qui demande, existe-t-il une définition juridique de cette notion de valeur? À ma connaissance, il n'y a pas de définition juridique. Quelquefois le mot valeur est utilisé, par exemple comme dans la notion de papier valeur, où effectivement il y a quelque chose qui à l'origine était un papier, une obligation qui fait partie d'un domaine juridique, celui du droit des papiers valeurs, qui représente effectivement quelque chose qui a une valeur économique et qui représente un droit sur cette valeur. Mais autrement, il n'y a pas de définition juridique, à ma connaissance, de la valeur, parce qu'on peut être propriétaire d'une chose qui n'a aucune valeur, on peut avoir la maîtrise d'une donnée personnelle qui est une donnée totalement triviale qui en soi n'a aucune valeur et qui en a une que quand elle est dans un contexte, ou pour reprendre certains des termes de Jean-Henri, en fonction de l'usage qu'on va en faire, ce qui est un des chemins d'ailleurs juridiques. Mais il n'y a pas de définition de la valeur en soi juridique. Est-ce que justement, du coup, pour reprendre aussi le propos de Jean-Henri et puis vos conclusions, Gérald, hein, sur comment les écueils de la propriété et la nécessité de se baser sur une valeur, cette question de l'usage des données et d'avoir une maîtrise sur l'usage des données est-elle une bonne voie pour finalement arriver à cette maîtrise de l'individu sur ces données? Alors, c'est certainement une bonne voie. Ce n'est pas celle qui nous conduit. Moi, ce que j'essayais de dire, c'est d'essayer d'amener assez brutalement, juridiquement, cette notion de propriété comme la panacée de la maîtrise sur une chose. C'est quelque chose qui, juridiquement, est extrêmement difficile. En revanche, de travailler, d'aller beaucoup plus loin, notamment dans un certain nombre d'essences qu'a évoqué Jean-Henri tout à l'heure, sur l'éducation, sur la sensibilisation, etc., et autant des entreprises que des individus d'ailleurs, sur le contrôle et la mise en place de ces règles de gouvernance et de comportement qu'on retrouve dans le RGPD. Jean-Henri, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais tu as parlé de privacy by design, c'est-à-dire que d'imposer des obligations de gouvernance qui font que, en vue de l'usage qui va être fait des données, on intègre des systèmes qui permettent de faire un certain nombre de choses qui sont conformes aux règles éthiques, aux valeurs juridiques en matière de protection de la personnalité. Je pense que c'est le chemin qui a été pris déjà. Le RGPD est un texte assez extraordinaire dans ce domaine-là. Et il faut aller plus loin dans ce chemin-là, mais il faut qu'on l'applique à différents endroits. Alors il y a peut-être, c'était une partie de ma conclusion, je ne vais pas faire plus longtemps là-dessus, mais il y a peut-être des moyens technologiques, automatiques, numériques, qui permettraient, au niveau de chacune des transactions, c'est des sujets de conversation que j'ai pas mal avec Philippe, notamment dans le domaine du self-sovereign identity, d'intégrer directement dans chaque bout de transaction numérique cette privacy by design, comme par exemple de faire en sorte que la transaction numérique, grande ou petite, intègre la notion de consentement, ce qui est très typique, qui est fondamental et central dans la notion de maîtrise, pas sur une chose, mais sur son droit fondamental à la protection de sa personnalité. Pas de ses données, mais de la protection de sa personnalité. Ou alors jusqu'à ce que tu mentionnais, Jean-Henri, l'intégrité numérique qui couvre un domaine encore plus étendu. Merci Gérald. Du coup, Philippe, sur cette question d'intégration de l'usage, par exemple du consentement et donc de la limitation de l'usage dans les transactions et sur la donnée, donc Philippe, je le rappelle, est physicien. Est-ce que c'est physiquement possible de pouvoir assurer qu'une donnée serait utilisée uniquement à une fin et non à une autre?
Alors, je crois que ce qu'on peut aujourd'hui faire, c'est on a fait de gros progrès pour s'assurer de l'authenticité de la donnée. C'est-à-dire que quand il y a un échange de données, prenons par exemple, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu chaud, mais où les gens, je pense, comprennent bien ce qui se passe avec ces histoires de passeport Covid. En termes d'authenticité de la donnée, quand vous allez présenter votre passeport ou vous allez devoir, la personne qui va devoir le voir doit s'assurer que ça vienne bien de chez vous. Et une fois que vous avez cette authenticité qui est décentralisée, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une référence à un système externe pour dire oui, c'est bien lui, ça permet d'avoir des acteurs indépendants. Et une fois que vous avez ces acteurs indépendants, là, on peut définir des systèmes où il y a des échanges de données basés sur des accords mutuels, comme aujourd'hui, quand on se connecte sur Internet, on ne se rend pas compte que nous, on clique simplement sur un bouton, mais derrière, il y a des échanges de protocoles qui sont reconnus. Donc, typiquement, on a testé ce système dans le cadre, par exemple, on a fait ce qu'on appelle un proof of concept, donc un prototype, où pour montrer qui était c'est un prototype qu'on avait commencé à construire sur le principe il y a plus de 2 ans déjà, donc avant la pandémie. On s'était posé cette question toute simple, c'est pourquoi le passeport jaune de vaccination de l'OMS n'a jamais été digitalisé correctement. Enfin, il y a eu beaucoup de digitalisations qui ont été faites, mais il n'y en a aucune qui a été prise mondialement. Et le fait est, c'est que quand vous digitalisez ça, vous rentrez dans un système où justement les gouvernances n'étaient pas décentralisées. Donc, grosso modo, c'était très difficile pour n'importe quel constructeur de logiciels de construire un système qui allait être utilisable dans n'importe quel cadre. Donc maintenant, il existe, dès qu'on a cette authentification qui est décentralisée, qui permet donc ce qu'on appelle le peer-to-peer connection, on arrive à mettre des modèles de gouvernance en place dans lesquels les échanges pourraient être beaucoup plus codifiés. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses, des procédures, des protocoles qu'on peut transformer dans des protocoles qui sont compréhensibles par une machine. Et c'est ces protocoles-là qu'on peut faire avancer. Ensuite, l'humain sera toujours là pour évaluer le contexte, le nombre d'assurances qu'il a besoin pour être sûr que ce soit la bonne personne. Ça va être un peu contextuel. Mais il y a un grand nombre de protocoles qui peuvent être mis sous forme machine, et donc on peut s'imaginer qu'avec un smartphone ou quelque chose comme ça, on a une puissance, pas de calcul, mais une puissance de démontrer ce qu'on sait, de démontrer ce qu'on a. Donc ce qu'on appelle, aujourd'hui il y a un terme technique, les certificats vérifiables, verifiable credentials, qui commencent à se démocratiser d'une certaine manière. Donc il existe des méthodes qui permettent des échanges de données sécurisés et authentiques sur laquelle la véracité est laissée à l'humain finalement, qui doit s'assurer que... Merci Philippe, je vois que Jean... Juste ajouter que la notion de protocole qu'a mentionné Philippe, si on la traduit juridiquement, on revient au contrat. C'est un accord entre deux bouts d'un échange. Tout à fait. Pas de souci. Jean-Henri, vous souhaitez prendre la parole? Oui, peut-être juste réagir à ça. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse très attention un tout petit peu au chemin que nous allons suivre. La question qui est posée est presque posée ici en termes de solutionnisme technologique, ou en d'autres termes, quels éléments techniques permettraient d'instrumentaliser cette notion quelque part de données autonomes. N'oublions pas l'histoire récente, mais quand même ancienne, cette notion, bon, j'en parle parce que j'ai fait ma thèse sur le sujet au siècle passé, et en fait, c'est ce qui a donné lieu pour finir aux technologies de ce qu'on appelle Digital Rights Management, qui ont été un véritable naufrage je dirais, dans l'utilisation de la sécurité, dans la protection persistante de contenu. Alors, ensuite, on peut argumenter entre le monde du divertissement et le monde de la protection et du contrôle de l'information en milieu organisationnel. Effectivement, c'est un peu différent. Mais je pense qu'il faut faire très attention à cette approche technologiste
parce que souvent elle finit par être rançonnée par l'économie, et l'économie va en fait noyauter le juridique pour faire en sorte que le juridique encadre comme l'économie veut les mécanismes techniques. Et au final, le dindon de la farce, c'est l'utilisateur. Donc j'ai beaucoup plus confiance dans une approche qui relèverait de cette notion peut-être d'usage et de contrat, ou de dépositaire de données assorti de services responsables dans une logique mesurable, auditable, contrôlable, sous le contrôle de l'individu. Et je voulais juste préciser ceci par rapport aux solutions pure tech. Merci Jean-Louis. Et on reviendra dans un instant sur justement les solutions économiques aussi pour y arriver. Une question du public d'Amina qui demande si on peut assurer une gouvernance sans autorité de contrôle. Sur cette question de décentralisation, peut-être Philippe? Je dirais, je crois que là, on en revient à un principe de base, c'est que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Donc, ça paraît difficile d'avoir une décentralisation totale de notre comportement sur Internet. Et d'ailleurs, les mécanismes de décentralisation que j'ai prônés aujourd'hui sont tous des mécanismes qui renforcent l'authenticité. Donc, c'est-à-dire l'anonymat sur Internet qu'on a actuellement aurait tendance non pas à disparaître, mais à se trouver de manière gouvernée. Donc, oui, on a une sorte d'authenticité. Il n'y a pas de gouvernance. Si je veux parler à Jean-Henri, je peux le faire dans le monde physique. Pourquoi je ne peux pas le faire dans le monde numérique sans avoir besoin d'intermédiaire, si ce n'est une machine qui permet de transmettre physiquement les données. Tout l'aspect logiciel autour devrait être entre Jean-Henri et moi. Au-delà, si on décide de faire quelque chose qui a un impact économique, il doit être fait dans un cadre où il y aura évidemment une gouvernance. Donc, le terme d'ailleurs self-sovereign identity a souvent été mal compris justement comme étant un terme qui annonçait cette possibilité d'être totalement indépendant sur Internet. Sur le plan juridique, simplement, il n'y a pas de vraie protection de la personnalité par le biais de la protection des données sans une autorité de contrôle. C'est presque pas imaginable. C'est d'ailleurs ce qui faisait la grande différence entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis n'avaient d'abord pas de règles, et puis ensuite, quand ils en ont eu quelques-unes, ils n'avaient pas une vraie, à part le Department of Commerce, c'est pas anodin, il n'y avait pas de véritable autorité de contrôle. Et puis moi, je suis arrivé à l'âge où je ne crois pas à simplement le fait que l'homme est seulement bon et qu'il faut que tout ira très très bien s'il n'y a pas de possibilité de contrôle. Maintenant, dans la gouvernance, il y a des règles. Il reste le code pénal, il reste le code des obligations, il reste le code du commerce et il reste les tribunaux. Mais on est dans un domaine où tout est ultra rapide. C'est des milliards de connexions, et puis surtout, on est dans un domaine qui est technique, qui échappe au droit simplement parce que ce domaine-là n'a pas de frontières. Le droit, il a des frontières, et si l'événement data, il fait 3 fois le tour du monde avant qu'on ait pu voir éventuellement son résultat. Donc le droit, sans une autorité de contrôle qui va mettre en place les règles de gouvernance et les interpréter, ça ne me paraît pas possible. Donc en effet, une autorité de contrôle, un cadre de gouvernance, et puis ce que disait Philippe, c'était plutôt de réfléchir à quelle gouvernance au pluriel et quelles organisations, on va dire, distribuées et peut-être même de contre-pouvoirs peuvent s'appliquer, et comment inclure l'individu là-dedans. Et là-dessus, eh bien, j'aimerais avoir votre avis sur un élément récent, on va dire, la législation européenne. Alors ce n'est pas encore voté, mais c'est très pertinent par rapport à notre discussion, c'est le Data Governance Act, donc, qui a été proposé par la Commission européenne en novembre 2020 et qui est en train de suivre les différents allers-retours législatifs, mais qui instaure, alors si on parle de données personnelles, un nouveau rôle
dans la gouvernance des données personnelles, dans l'architecture, qui sont ces intermédiaires de données qui doivent être neutres et indépendants par rapport aux sources ou aux utilisateurs de données et qui, pour les données personnelles, vont permettre aux personnes d'exercer leurs droits, de donner, de retirer un consentement, et ce, de façon indépendante de ceux qui traitent la donnée, soit en la stockant, soit en la réutilisant. Et c'est finalement une question, si on parle en termes de gouvernance, de séparation des pouvoirs entre ceux qui vont traiter la donnée, ceux qui sont chargés de faire respecter les droits sur cette donnée et notamment les autorisations. Alors, moi j'y suis très favorable, mais cette proposition fait beaucoup débat en termes d'applicabilité, de freins économiques que ça pourrait poser pour ces intermédiaires de données d'avoir un rôle limité, d'adoption de ce type de pratique. J'aimerais voir avec vous, est-ce que vous pensez que c'est un bon pas dans une direction où la personne aurait un moyen finalement indépendant pour gérer ses droits et gérer ses données, indépendant vis-à-vis de ceux aujourd'hui qui stockent les données et qui auraient peut-être un conflit d'intérêts dans la circulation et dans la gestion des droits. Peut-être Gérald et puis ensuite Jean-Henri, parce que ça reprend pas mal aussi votre schéma entre guillemets de marketplace, d'avoir cet intermédiaire au milieu qui serait chargé eh bien, de l'accès et donc des droits d'usage sur la donnée. Bon, je dois dire que je ne connais pas encore le Data Governance Act européen, donc, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre exactement cette notion d'intermédiaire. Enfin, mais ce qui me paraît important, c'est de savoir quels vont être véritablement les droits. Est-ce que c'est des intermédiaires qui vont en lieu et place des personnes concernées pouvoir intervenir, avoir des droits de stopper, d'intervention? Est-ce que c'est parce que l'applicabilité va dépendre effectivement des compétences et puis des droits de ces intermédiaires. Parce que sinon, on aurait effectivement qu'un autre passage obligé. Est-ce que c'est des intermédiaires qui seront contrôlés? Quel est le contrôle sur ces intermédiaires? Est-ce qu'on n'ajoute pas une couche qui finalement ne servirait à rien? Mais je dois dire que je parle sans vraiment connaître le sujet. Alors très rapidement, en Suisse, dès qu'on met une autorité de contrôle en Suisse, on mettra une petite dizaine d'années à la faire passer au Parlement. Alors très simplement, sur ces intermédiaires, c'est finalement des représentants numériques de la personne et qui eh bien, exercent les droits en leur nom. Sur le contrôle, sera soumis aux DPA, aux autorités de contrôle type CNIL en France, où ces intermédiaires devront s'enregistrer et respecter un certain nombre de règles. L'idée est simplement de dire, aujourd'hui, si je veux exercer mon droit, je dois écrire un mail au DPO, il y a tout un tas de contraintes, de preuves de mon identité et autres, qui sont disproportionnées finalement à la simplicité que j'ai de donner mes informations. Est-ce que de façon conceptuelle, c'est une bonne ou pas une bonne idée d'avoir un moyen indépendant de la source de données pour exercer ses droits? Aujourd'hui, même d'un point de vue technique, et je parle sous le contrôle de Philippe, je dois me soumettre aux mécanismes de consentement de l'organisation. Je ne peux pas avoir, moi, un tiers et opposer un consentement à l'organisation qu'elle doit respecter. Donc, est-ce que c'est une étape vers la décentralisation d'avoir des représentants de la personne qui soient reconnus par les organisations qui traitent les données pour permettre aux gens d'exercer leurs droits et de faire circuler leurs données? Je peux rajouter juste une ou deux phrases, c'est que ça touche effectivement, comme vous le dites, quelque chose d'extrêmement important parce que la personne, elle est un peu perdue. Et elle est perdue notamment quand elle veut faire valoir quelque chose comme le droit d'accès. On a une étude qui est en train de se faire à Genève, je suis impatient de la voir d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on exerce aujourd'hui dans le numérique son droit d'accès, avec des
des exercices de ce droit d'accès auprès de très nombreuses sociétés, des sociétés dans le numérique. Et on voit que c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on reçoit une réponse, pas de réponse? Est-ce qu'on fait une lettre recommandée? Comment ça se passe? Il y a des entreprises extraordinaires comme Facebook qui vous répondent dans les minutes qui suivent parce qu'elles sont organisées. Mais une fois que vous recevez la réponse, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Alors, pour aller chercher ce qu'elle ne vous a pas dit, là, il faudrait peut-être quelqu'un d'autre que la personne concernée. Il y a des domaines extrêmement sensibles. Moi, je me souviens quand j'étais, il y a pas mal d'années, on était en Suisse, il y avait ce qui était une sorte de tribunal administratif, la gestion des données par l'administration fédérale, et on devait, le préposé fédéral, on devait exercer ce qu'on appelle le droit d'accès indirect, c'est-à-dire quand les domaines extrêmement sensibles comme le renseignement, qui doit répondre aux exigences de la loi en matière de traitement des données, on ne peut pas permettre à l'individu d'aller exercer son droit d'accès dans les bunkers des services de renseignement. Et là, on est allé, et je me souviens, c'est très exceptionnel, mais je vous garantis que d'être une sorte d'intermédiaire de la personne, d'ordonner aux services de renseignement d'ouvrir leur sas, il y en a 3, ils avaient tous des cravates en cuir à l'époque, je me souviens, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et de s'asseoir devant leur ordinateur et dire qu'est-ce que vous avez comme données collectées sur monsieur tel et tel, c'est exceptionnel, mais ça veut dire que c'est un moment où vous sentez très fort le besoin de la personne d'avoir un intermédiaire pour exercer, et d'où ma propos tout à l'heure, à savoir quelles sont les compétences de cet intermédiaire. J'imagine qu'il n'ira pas voir auprès des services de renseignement quelles sont les données traitées. C'est un exemple tout à fait exceptionnel, c'est pareil. Ça montre que c'est dans les domaines sensibles, il y a effectivement un intérêt de personne à ce qu'on appelle l'exercice indirect du droit d'accès par un intermédiaire. Tout à fait, tout à fait. De dire qu'il y a un conflit d'intérêts aujourd'hui, on dépend des mêmes personnes qui traitent et exploitent les données pour exercer nos droits et les faire respecter. Et l'introduction d'auditeurs ou d'applicateurs indépendants pour être un bon pas vers une maîtrise. On a une bonne question dans le chat, mais je vois que Jean-Henri souhaite intervenir également. Oui, peut-être juste 2 mots sur cette question. Je pense que l'émergence de ces nouveaux intermédiaires, si on fait cette hypothèse d'une économie de l'usage des données, effectivement, on va dans le sens effectivement de voir émerger des nouveaux intermédiaires dans un écosystème comme celui-là. La notion de dépositaire, à mon avis, est particulièrement indiquée pour assurer un rôle quelque part d'une forme de neutralité ou de tampon entre ceux qui vont utiliser les données, ceux qui les mettent à disposition. Et à ce moment-là, peut-être que effectivement le tamis que représente ce projet de Data Governance Act, effectivement, pourrait être intéressant. Il faudrait décortiquer, voir comment survit un design aujourd'hui autour de ces nouveaux écosystèmes, comment survit au tamis de ce texte-là un tel modèle, bien sûr. Merci Jean-Henri. Je vais continuer sur ce que vous avez dit sur la question de responsabilité. Si on prend le cadre du RGPD, on a des responsables de traitement. Donc, ce sont les organisations qui sont responsables des données finalement et de l'usage qui en est fait et qui doit être conforme. Et puis, on a les data subjects ou les personnes concernées, nous tous, qui ont des droits sur ces données, mais pas de responsabilité. Est-ce que, et ça je me tourne à la fois vers Jean-Henri et vers Gérald, pour savoir est-ce que là ne réside pas aussi une grande partie du problème, c'est qu'on ne donne pas de responsabilité à la personne sur ces données, et donc eh bien, ce sont les organisations qui maintiennent le plein pouvoir parce qu'elles maintiennent les pleins risques également. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un axe à creuser pour une sorte d'évolution vers une responsabilité de chacun sur ces données qui
me donnerait aussi plus de liberté à décider ce qui en est fait ou pas, là où finalement tout le risque pèse sur les organisations, et donc légitimement, elles peuvent dire, bah non, moi je ne vais pas autoriser tout et n'importe quoi parce que je suis la seule à porter le risque. Alors, j'ai un avis, je prends la parole tout de suite parce que j'ai un avis ultra tranché sur la question. Mais alors, on ne peut pas faire plus tranché que ça. Je pense qu'il est du devoir aujourd'hui je dirais, d'une forme de responsabilité sociétale que de protéger les individus devant un phénomène pour lequel ils ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'aura pas, par, je dirais, conception dans le modèle pédagogique, dans les compétences que nous inculquons à nos jeunes, ces éléments de littératie numérique, dont l'hygiène numérique fait partie, on peut difficilement rejeter la faute sur l'individu en lui disant « bon, ben, t'as qu'à être responsable, toi, pour finir, je sais pas, va te former. Hein. » C'est une des raisons qui m'ont amené notamment à arrêter de faire des crypto-parties, parce que je vois pas pourquoi monsieur et madame tout le monde devrait commencer à devenir un expert en cryptographie asymétrique et à comprendre ce que c'est que voilà, une clé privée, une clé publique. Non. Il y a un moment donné où quand il y a une menace, et on est devant une menace qui est à la fois une double menace, c'est une menace de l'abus au niveau des individus sur ce volet de la prédation extrême des données de l'individu, et cette absence totale de cadre. Je m'excuse, mais là, on peut parler de la Suisse. Hein. On parlait du gendarme et de l'amende. Hein. En Suisse, on est sur je dirais, l'antichambre des pays voyous de données, ou à peu près, et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a un moment donné où il faut mettre en œuvre des moyens d'assurer en fait cette protection. Hein, c'est un peu comme quand on a, je sais pas moi, les véhicules à moteur. Aujourd'hui, vous avez un ensemble de normes de façon à ce que monsieur et madame tout le monde puisse, passant son permis de conduire, puisse monter dans un véhicule et en gros, s'il se conforme aux règles et aux normes en vigueur, eh bien, il ne va pas se faire tuer par le véhicule. Alors oui, ma question n'était pas de dire vraiment c'est la personne qui est responsable, c'était plus de dire est-ce que en n'ayant pas de responsabilité, on va dire juridique sur ces données, est-ce que là n'est pas le cœur du fait qu'on n'a pas non plus de pouvoir ou de liberté sur nos données? Parce que on n'a pas de liberté sans responsabilité, on n'a pas de pouvoir sans responsabilité. Est-ce que c'est pas finalement une sorte de puérilisation de l'individu, de dire non, tu ne peux pas être responsable de tes données, et donc en suivant cette logique philosophique-là, eh bien évidemment, il n'est pas non plus jamais assez mature pour en disposer librement. Peut-être Gérald, tu as un point de vue là-dessus? Oui, mais il me faut une petite heure. Là. Mais il faut... J'adore. Parce que le mot, dès qu'on prononce le mot responsabilité, juridiquement, ça déclenche des choses tous azimuts. Est-ce que on est responsable de payer des dommages et intérêts? Est-ce qu'on est responsable pénalement? Donc, le mot responsabilité déclenche plein de choses. Maintenant, si je reviens à la question, c'est le data. Il y a quelques années, on parlait des autoroutes de l'information. On est un peu plus loin aujourd'hui, mais on est sur les autoroutes de l'information sans permis. On n'exige pas de permis sur cette autoroute-là. Donc, ça, pour faire la comparaison, l'analogie avec les véhicules que mentionnait Jean-Henri, il n'y a effectivement pas de permis. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des autoroutes sans règles de la circulation dans une vision extrêmement libérale de la liberté individuelle? Pourquoi pas, mais vous pouvez imaginer ce qui se passerait, pourquoi est-ce qu'on doit circuler à gauche, pourquoi est-ce qu'on doit circuler à droite. Donc, il y a un moment donné où il faut que les gens soient conscients des règles, et quand on est dans ce domaine-là, le data et le big data et la circulation sur Internet, les gens, notamment, en particulier les gens, mais je crois pratiquement tout le monde, ne se rend pas compte de l'utilité d'une règle. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont une sorte de responsabilité, c'est celle de voir et de connaître. Donc si je pars faire un safari en Afrique, je me promène dans la forêt, je sais qu'il y a des serpents très venimeux, je ferai très attention à ça.
Quand je me promène sur Internet, la plupart des gens ne font pas très attention. Ils commencent à devenir effectivement conscients des dangers. Et là, juridiquement, si on parle de responsabilité, c'est que si conscient du danger, il arrive quelque chose, ben, on est pratiquement consentant, pas à tout, mais à ce qu'on peut prévoir. Et effectivement, dans une vision juridico-libérale, ben, on est le propre responsable du dommage qu'on peut subir. Encore faut-il connaître, ce dommage, et dans la majorité des cas, il n'est pas perceptible. On est dans un domaine où, alors il n'est pas perceptible, mais il n'est pas perceptible non plus parce que les acteurs du numérique, et là c'est le cadre que mentionne Jean-Henri aussi, ne font pas grand-chose, sinon rien, pour rendre le danger perceptible. Alors on essaye de faire les choses, on le fait avec les cookies, on le fait, d'ailleurs ça devient tellement perceptible que c'est énervant puis qu'on passe encore plus vite parce que d'aller régler ces cookies ça prend trop de temps. Et puis les acteurs ils offrent des services qui souvent sont gratuits, enfin économiquement pas totalement gratuits, on sait pourquoi, on en paye avec une partie de notre personnalité, mais les services sont gratuits et puis c'est génial. Cette utilisation, donc on se précipite, c'est presque comme si on n'avait pas le choix et effectivement le résultat c'est qu'on utilise les grandes infrastructures, on participe au big data. Alors juridiquement qu'est-ce que c'est cette responsabilité? Si on est responsable de son propre dommage, ben, celui qui l'aura provoqué sera pas ou moins responsable, c'est des cas de responsabilité civile où on diminue le devoir de réparer le dommage de celui qui le cause, parce que la personne n'était pas directement consentante, mais c'est une responsabilité partagée. Je ne sais pas, juridiquement, ça évoque toute une série de situations. Moi, j'ai même examiné quelques fois, et je n'ai pas fini, mais ça m'intéresse beaucoup, c'est dans cette situation-là où on se rend compte du danger trop tard. Je l'ai examiné notamment par rapport au droit à l'oubli, est-ce que ça peut impliquer sur les gens que ce soit sur leur réputation, sur leur manière de vivre ou l'impossibilité de vivre correctement. On a même examiné des questions de responsabilité de la personne lorsqu'elle faisait usage d'une notion juridique qui est le droit à la légitime défense. Qu'est-ce qui devient légitime quand on est dans un domaine comme celui-ci et qui passe par exemple par la destruction d'un site parce que le système juridique, notamment au niveau international, n'est pas capable de mettre fin effectivement à quelque chose qui viole un droit de la personnalité. Donc il y a toute une série de domaines. Tout ça tourne autour de cette notion de responsabilité. C'est pour ça qu'on peut en parler assez longtemps. Mais est-ce qu'on peut avoir une maîtrise sans avoir de responsabilité? Mais on a alors une maîtrise sur ses propres données. Vous parlez des... Oui, dans le sujet dont on parle, évidemment, oui. Est-ce qu'on peut, mais même de façon générale, est-ce qu'on peut avoir on parle de maîtrise sur nos données ou sur l'usage de nos données pour l'individu? Est-ce que c'est concevable, que ce soit dans ce domaine ou dans n'importe quel autre, mais d'avoir une maîtrise sur quelque chose sans avoir aucune responsabilité sur cette chose? Oui, j'ai l'impression que le débat ne va pas dans la bonne direction parce qu'on peut maîtriser quelque chose, mais là, on donne de l'eau au moulin à ce qu'on veut combattre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas Pour aller, je pense, vers une économie plus fluide des données, il faut aller vers une responsabilité de l'usage des données. Ça veut dire du mouvement des données. Et là, on a une discussion de la maîtrise de ces données. Et rappelez-vous, j'ai utilisé ce terme d'autodétermination informationnelle. Ça veut dire que tant que l'utilisateur n'a pas le choix d'aller d'un service à l'autre, de faire quelque chose, ce sera difficile de le responsabiliser. Les cookies sont un bon exemple. Si vous allez sur un site pour faire quelque chose, c'est que vous avez un besoin. Je ne juge même pas le besoin. Le cookie va finalement, vous allez accepter, Alors maintenant, ça s'améliore un peu, il y a des gradations, mais il y a quelques années, il fallait gérer ça. C'est pas une terme je ne prends pas de responsabilité, parce que finalement, légalement, peut-être oui, si on lit tous les articles, il y avait une responsabilité qui m'était donnée des moments où je cliquais oui. Mais en fait, je ne savais pas à quoi je donnais mon consentement. Donc, il y a énormément de choses qui sont vraiment liées au fait qu'on parle encore de la donnée, alors qu'il faut parler de l'usage de la donnée. Là, on peut responsabiliser l'individu. Je vous donne mes données parce que.
Alors là, il y a une intention, et là, ce sera plus facile de, je pense, discuter d'une terme de responsabiliser. Mais dès le moment où, comme on a discuté plus tôt, la propriété sur les données, c'est pas comme la propriété des choses, responsabiliser les gens, maîtriser ces données, ça ne doit pas être lié à la donnée elle-même, c'est plutôt à l'usage, au mouvement des données. Et quand je parle de maîtrise des données, pour moi, si je donne mes données personnelles à mon médecin, je veux qu'il les utilise, je veux qu'il fasse des corrélations avec d'autres choses. C'est pour ça que je vais chez le médecin. Je veux qu'il puisse, avec son expérience, faire des tests et dans un mois me dire « Ah, mais attendez, ça et ça, l'évolution, vous avez ça ». Je veux peut-être donner ces données aussi à une assurance maladie que je respecte, où j'ai 20 ans d'histoire, mais je ne donnerai pas ça à n'importe quelle néo-assurance qui est simplement 2 fois moins chère. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas l'usage de ces données, ça va être difficile de responsabiliser les acteurs des données. Et donc, justement, comment faire, et là, plutôt peut-être Jean-Henri aussi sur cette question de sensibilisation, comment faire en sorte pour que les gens se rendent compte de cet enjeu sur l'usage de leurs données d'une part, et puis surtout commencent à participer aux décisions, aux discussions qui vont décider de quels usages peuvent ou pas être faits sur leurs données et finalement être acteurs de cette nouvelle économie. Comment redéplacer ce curseur et donner ce pouvoir démocratique aux gens pour définir quels usages ils souhaitent ou pas sur leurs données. Tout le problème est là. Et effectivement, je pense que c'est la bonne question à poser. Moi, j'ai l'habitude de mesurer cet enjeu-là en disant jusqu'à quel point est-ce que les choses doivent mal tourner pour que les gens réclament en fait leurs droits. Et quand vous avez effectivement des taux de participation des élections et des votations qui est de l'ordre de 40% et tout le monde se félicite et s'auto-congratule, on ne peut rien faire d'autre que de dire que nous avons les politiques que nous méritons. Maintenant, il va falloir effectivement qu'il y ait une prise de conscience, notamment les enjeux de gouvernance du numérique et de la transition numérique d'un État-nation sont des éléments absolument fondamentaux. La Suisse est un pays qui est d'une obésité incroyable, qui peut se permettre d'avoir 26 départements de l'instruction publique, 26 polices, 26 départements d'économie, 26 départements de la santé. Et en fait, quand on a des enjeux pour un microcosme de 8 millions d'habitants qui est à peu près le tiers du Grand Séoul en Corée du Sud, on se dit que voilà, on assiste à des choses qui sont absolument grotesques. Et là, aujourd'hui, l'enjeu de la littératie numérique, qui est en fait une mission de service public d'éducation, est lamentablement laissée en arrière. Et on assiste à cette espèce de petit atermoiement aujourd'hui d'un vague saupoudrage de la réforme de la maturité qui introduit extraordinaire, 1 heure d'informatique au collège par année, en gros, dont les 2 tiers sont consacrés à l'ingénierie et 1 tiers à la culture numérique. Alors, je vous dis, on n'est pas rendu. Hein. C'est l'obésité suisse, Jean-Henri, dont tu parlais, c'est le too fat to change. Mais ça, c'est le volet économique. Là, c'est l'incurie des politiques. C'est pas tout à fait la même obésité. Peut-être pour donner une touche optimiste quand même à ce constat. Non, mais attends, Philippe, je suis super optimiste. Sinon, on ne serait pas en train de concevoir et d'agir et de faire les choses que nous faisons. C'est justement parce que nous y croyons que nous travaillons comme ça. Je pense que quand on touche le numérique, il y a un aspect qui est lié au protocole. Si les protocoles sont standardisés de manière, on va dire, démocratique et fait, alors là, on parle du numérique, donc on est au niveau global. Typiquement, les protocoles de base d'Internet sont des protocoles qui ont été définis par un sort de système du dominant design. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des échanges sur Internet se font à travers ce bon vieux protocole TCP/IP, alors qu'il a été décrié à son départ, et ensuite, toutes les grandes entreprises ont fait beaucoup mieux. Des protocoles beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus résistants. Certains avaient même
la notion d'authentification. Peut-être qu'on n'aurait pas ce problème. Il n'y a aucun de ces protocoles qui a fonctionné, parce qu'il fallait une certaine simplicité. Maintenant, ces protocoles, une fois qu'ils sont mis en place, permettent aussi de faire passer une certaine gouvernance. Par exemple, si vous créez aujourd'hui un navigateur web qui ne respecte pas certains protocoles publics, ouverts et connus, bah, vous pourrez toujours le faire, mais la plupart des sites, ça ne marchera pas quand on va essayer de se connecter. Donc, il y a une balance digitale, une balance technologie sociétale à toutes les étapes, ce qui est un peu normal puisque le numérique est une source technologique. Et je reviens à cette idée qui avait été mentionnée plus tôt, une éducation. Alors, Jean-Henri, tu avais parlé de l'éducation des politiques, mais je pense qu'il y a aussi une éducation au niveau de toute la couche décisionnelle, de se rendre compte qu'il y a des décisions technologiques qui vont avoir un impact majeur sur la partie, alors que ce soit gouvernementale, mais aussi au sein, je l'ai vécu dans les entreprises. Et ça, c'est des aspects qui sont compliqués à gérer parce il faut comprendre les deux côtés. Tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est un constat général fait dans le domaine de la transformation numérique, à savoir qu'il ne faut pas faire les choix dans les entreprises, en tout cas pas faire les choix technologiques, que le management se voit quasiment dicté par son département technique, parce qu'il ne peut pas juger de la qualité du conseil qu'il reçoit, et de faire d'abord le choix technologique avant de mettre en place la gouvernance des données. C'est l'erreur qui se fait actuellement. Le drame de la Suisse. Ça m'amène justement à une prochaine question, et puis peut-être aussi à vous laisser l'occasion d'avoir une touche positive, comme disait Philippe, c'est de dire, imaginons qu'en effet, on a cet élan démocratique, on a cet élan, voilà, des citoyens qui disent voilà ce qu'on veut pas sur nos données, comment on veut le mettre en œuvre. Comme disait Philippe, on a peut-être même les moyens technologiques, l'infrastructure, les protocoles pour mettre en place cette gouvernance que l'on a souhaité. Ensuite, quelle est la stratégie pour financer et installer cette infrastructure, cette architecture décentralisée de façon massive, alors que probablement les financeurs verront toujours plutôt leur intérêt dans la centralisation, que ce soit les too fat to change que mentionnait Jean-Henri, mais que ce soit même les acteurs publics. Alors là, moi, je parle plus du côté de la France, mais je sais très bien que les gros ministères, les grandes administrations, ils vont dire, ah, très bien, échange de données personnelles, on va faire un système centralisé autour de nos intérêts et de ce qu'on décide, peut-être un peu plus proche des intérêts démocratiques, mais ça restera une autorité centrale et pas l'individu qui déterminera. Donc, quelle est la stratégie économique finalement pour brancher les gros à cette nouvelle infrastructure? Et est-ce qu'on peut apprendre aussi comment Internet a pu voir le jour, qui est quand même un protocole assez décentralisé? Au niveau stratégique, j'ai peut-être pas de réponse, mais par rapport à mon expérience de ces dernières années, j'ai réalisé qu'énormément d'acteurs économiques, et là je parle de grandes entreprises, avaient un intérêt à décentraliser certains aspects de la gouvernance numérique. Un exemple qui est assez facile à comprendre, dans une industrie qui est extrêmement réglementée, qui est l'industrie pharmaceutique, où les données ont énormément de valeur, soit parce qu'elles sont hautement personnelles, je travaille dans les domaines des tests cliniques, les données des patients ont extrêmement de valeur parce qu'elles sont privées, elles sont souvent mélangées à des données contextuelles. L'entreprise pharmaceutique et les chercheurs enrichissent ces données, donc il y a une valeur commerciale énorme, et en plus ce sont des données scientifiques complexes. Dans ces domaines-là où les choses étaient relativement régulées pour des raisons vraiment, des bonnes raisons claires pour que le business puisse avancer, c'est aussi ces milieux-là qui comprennent tout à fait que pour mettre en place des processus à grande échelle où ils vont devoir toucher tous les patients, ces modèles de décentralisation sont pour eux la future source de profit, si on veut parler en termes, puisqu'ils pourront s'affranchir d'un certain nombre de responsabilités, puisqu'ils ne posséderont plus les données, puisque l'utilisateur va pouvoir décider, je passe certaines de mes données avec
avec un certain consentement. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans certains domaines technologiques, mais il y a des choses merveilleuses qui se passent au niveau de la technologie. Mais il ne faut pas qu'elles apparaissent toutes seules indépendamment. Il faut qu'elles arrivent à se mettre dans ce cadre de gouvernance où on pense à l'usage des données. Donc, il y a une technologie qui va permettre d'amener du consentement, qui va amener peut-être ce qu'on appelle du watermarking sur les données, où les données signées, elles ont une certaine durabilité. Il y a énormément d'outils qui permettent d'avancer. Mais aucun de ces outils tout seul va fonctionner. Il va falloir avoir un but, et là, dans l'industrie pharmaceutique, la réduction de responsabilité d'avoir ces paquets de données, d'impliquer leurs patients plus avant, à un appel économique. Et donc, c'est un des cas. Il y a d'autres cas dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, où on sent, en discutant avec certaines personnes, qu'il y a un besoin des grandes sociétés de simplifier la structure numérique dans laquelle elles sont rentrées. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un projet à l'échelle mondiale, vous allez devoir travailler avec IBM, Amazon, et puis tout à coup, vous réalisez que vos données personnelles d'entreprise, votre core business, graduellement, qui transitent, ils quittent votre entreprise. Donc, je pense que les milieux économiques commencent à réagir aussi. Il y a tous ces modèles de ce qu'on appelle le zéro trust, par exemple. Il y a énormément de modèles qui commencent à émerger où on veut que les PME soient aussi plus indépendantes. Il n'y a pas que les grands acteurs. Donc, moi, je vois tout à fait un Eldorado, finalement, économique pour tous ces modèles décentralisés s'ils ont une gouvernance qui parle à l'utilisateur, pour qu'il y ait une adoption. Et c'est là où je rejoins ce modèle d'utilisation responsable des données le terme responsable est très différent si vous l'appliquez aux États-Unis, en Europe, en Suisse ou en Chine. Et là, la partie technologique ne fait pas de commentaires. La responsabilité sera une couche de gouvernance qui, malheureusement, le digital ne peut pas résoudre tous les problèmes de la planète. C'est clairement intéressant ce que tu dis, parce que la déclinaison effectivement culturelle d'un certain nombre de ces enjeux de gouvernance qui sont globaux va être absolument passionnante. Et je pense qu'il y a de belles opportunités ici pour travailler sur cet élément-là. Un autre point par rapport à la discussion initiale, on pourrait se poser la question dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas, je dirais, rebooter un petit peu, redémarrer les écoles d'administration, les écoles de commerce et puis les écoles d'ingénieurs. Déjà, si on commençait par ça, on aurait peut-être aussi un début je dirais, de cadres de réflexion qui vont dans le sens de ce que vient de dire Philippe. Merci beaucoup. On arrive un peu à la fin du temps. Il y avait une question que je voulais garder pour la fin parce qu'elle est, on va dire, elle est plus haut niveau et vous pouvez tous y répondre, je pense. Il y a FC, donc je connais pas il y a encore un peu d'anonymat sur Internet. Est-ce qu'il faudrait développer une loi universelle du numérique à laquelle tous les pays signataires seraient soumis? Est-ce qu'il faut développer un concept de tribunal numérique international qui appliquerait de manière mondiale cette loi universelle? Je voulais juste faire part qu'il existe une loi qui est quasiment universelle, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et rattachée à cette Déclaration des droits de l'homme, il y a la Convention 108+. Donc, si on arrivait déjà à avoir un plus grand nombre de signataires de ça, qui donne quand même un cadre qui est encore assez centralisé, mais qui est un cadre dans lequel on peut relier finalement les droits de l'homme qui sont globaux à ces aspects numériques, je pense ça serait un bon début. En une phrase, je pense que c'est extrêmement difficilement réalisable, mais c'est probablement souhaitable parce qu'il y a effectivement des domaines, mais quand on est vraiment tout en haut dans les droits fondamentaux, comme au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, mais même celle-ci, il y a des États qui ne l'ont pas signée, mais quand on est au niveau des droits fondamentaux, du cœur des droits fondamentaux, là, effectivement, et c'est Jean-Henri qui le mentionnait, si on arrive à intégrer cette notion de numérique et montrer comment il y a la fusion, parce qu'on est dans une fusion entre l'humain réel
et le numérique. Il n'y aura plus de séparation. Donc forcément, soit on va devoir interpréter des droits fondamentaux existants. On le fait déjà, la liberté, l'autodétermination, c'est déjà des droits fondamentaux qui existent. On l'a déjà dans la Constitution, l'autodétermination informationnelle. Mais il faudra y ajouter, soit dans nos constitutions, soit dans des traités, mais du niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais elle reste que Cour européenne. Et moi, ça me semble fondamental, mais en même temps assez illusoire, parce qu'on est dans un numérique qui touche des domaines, on y est parti en courant, si vous parlez de l'intelligence artificielle, par exemple, est-ce qu'on peut faire? Allez introduire ça, ces discussions, parce qu'il y en a, elles sont en cours depuis, sur la conférence de l'ONU sur le désarmement, l'utilisation des robots en temps de guerre. Essayez de trouver une déclaration universelle sur cette question-là. Allez discuter avec, je ne sais pas, l'ambassadeur de Chine qui est dans cette même conférence sur le désarmement, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des buts militaires. On n'y arrivera pas. Et donc, je pense que oui, mais c'est un peu illusoire et ça prendra un temps considérable. Et on ne l'aura pas dans le détail. On l'aura au niveau très, très élevé du droit fondamental. Bien, merci beaucoup. On est à l'issue du temps. Est-ce que les panélistes souhaitent dire quelque chose en conclusion de cet événement et un message principal peut-être aux auditeurs? Ne partez pas en safari numérique sans vous équiper. Eh bien, merci de ces mots, Gérald. On retient du coup cette question de l'économie, de passer à une économie de l'usage de la donnée. Cet usage de la donnée nous permet à la fois d'adresser les enjeux de gouvernance et d'avoir des solutions juridiques sur la maîtrise de la donnée, notamment dans un premier temps par les contrats, et puis il nous permet également d'associer un certain nombre de technologies. On retiendrait aussi un vrai mouvement de fond, de ce que nous disait Philippe, mouvement vers la décentralisation par intérêt économique, par intérêt démocratique, et que bien, chacun des panélistes s'emploie à mettre en œuvre. J'espère que les auditeurs aujourd'hui seront convaincus de cette nécessité, des pistes pour y arriver, et puis souhaiteront ou s'évertueront à continuer dans leur activité à installer cette décentralisation pas à pas, base de données par base de données, pour permettre cette maîtrise par l'individu de l'usage de ces données. Merci à tous. Merci beaucoup. J'aimerais remercier nos 4 intervenants au nom du CLUSIS pour votre présence, pour la qualité de votre présentation et surtout pour les questions et les interrogations que vous laissez en suspens qui vont obliger chacune et chacun d'entre nous de s'interroger sur le rôle et la place qu'on veut jouer effectivement dans cette confiance numérique et puis la responsabilité qui est la nôtre face aux différents enjeux qui nous attendent. Je remercie surtout le fait que vous avez organisé, messieurs, cet événement, que vous en avez organisé un deuxième qui aura lieu dans 15 jours avec d'autres perspectives et ce qui fait que je donne rendez-vous à chacune et chacun dans 15 jours, même lieu, même heure pour la suite. Et je vous souhaite au nom du CLUSIS à toutes et à tous une très agréable soirée. À bientôt. Merci encore, au plaisir de pouvoir vous solliciter ou de vous apercevoir en virtuel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.